Imaginez un instant que je vous lance un défi. Concevoir le casque de vélo du futur. Un casque non seulement plus léger, mais qui offre également une meilleure protection contre les chocs. À votre disposition, sur votre bureau, vous avez tous les outils traditionnels du parfait ingénieur. Vous avez des crayons, du papier, votre cours, votre livre de physique, votre ordinateur. Vous prenez votre livre de physique, vous révisez vos connaissances théoriques, vos équations. Vous fouillez Internet. Peut-être même que vous allez aller jusqu'à la bibliothèque et emprunter un livre sur les casques ou sur l'absorption de choc. Jusque-là, tout est normal. C'est comme ça qu'on a appris à faire, nous, les ingénieurs. On se base d'abord sur nos connaissances théoriques, sur la science, et ensuite sur les technologies déjà développées par l'homme. C'est comme ça qu'on a appris et c'est comme ça qu'on fait depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais si je vous disais qu'il existe un livre, un autre livre, un trésor débordant d'idées révolutionnaires pour répondre à tous nos problèmes d'ingénierie, y compris l'absorption de choc, on est d'accord, vous fonceriez dessus. Ce livre, il existe et pourtant on ne l'ouvre presque jamais. Ce livre, c'est celui de la nature. La nature, c'est 3,8 milliards d'années de recherche et de développement. Ça fait quand même un sacré gros bouquin, non ? 3,8 milliards d'années qui ont abouti à des espèces extrêmement diverses, chacune adaptée à survivre dans son environnement spécifique, qu'il soit chaud, froid, sec, humide, sur terre ou sous l'eau, et j'en passe. La nature, elle a de fait testé et perfectionné une multitude de solutions pour des problèmes très divers. Concrètement, ça veut dire qu'on se retrouve avec un livre qui présente plus de solutions que de problèmes. Ce livre, donc, cette mine d'or de solutions performantes, on le laisse prendre la poussière dans le fond de notre bibliothèque. Pendant que finalement, on cherche à réinventer la roue. On voit bien que c'est pas logique. Si je reprends mon exemple de casque, la nature, elle déborde d'idées de solutions d'absorption de choc. Prenez la noix de coco par exemple. Elle est capable de survivre à des chutes vertigineuses sans une seule égratignure. Ou encore le pivert, qui lui martèle les arbres directement avec son bec sans jamais souffrir de lésions cérébrales. Tout ça, tous ces mécanismes biologiques, c'est autant de pages du livre qui auraient pu vous aider à concevoir votre casque. Mais forcément, si on ne l'ouvre pas, on passe à côté. Heureusement, il y a des ingénieurs, des inventeurs, je dirais même des visionnaires, qui ont compris ça et qui ont su écouter ce que la nature a à nous apprendre. Laissez-moi vous parler de Georges de Mestral, par exemple. Lui, il a su transformer une simple balade avec son chien en une révolution technologique. Nous sommes dans les années 40 et Georges de Mestral, il rentre d'une partie de chasse avec son chien. Là, il découvre que ce dernier, il est couvert de petites boules accrochées à son pelage. Ces petites boules, ce sont autres que les graines de la bardane, celles-là même qui s'accrochent à nos vêtements, un peu comme par magie quand on se balade à la campagne. Alors plutôt que de faire ce qu'on fait tous, c'est-à-dire les jeter sur nos frères et sœurs, Georges de Mestral, lui, décide de les observer au microscope. Et ce qu'il découvre, c'est une véritable merveille d'ingénierie technologique et naturelle. Il découvre des minuscules crochets qui sont capables de s'agripper aux fibres des textiles et aux poils des animaux. Alors, ce n'est pas dû au hasard. En fait, ça sert à la graine à voyager plus loin de son point d'origine, ce qui favorise la dissémination et la reproduction de la plante. Ce mécanisme si astucieux et finalement si simple, il a inspiré à notre inventeur l'invention du velcro. Le velcro, il reprend exactement le même principe que les graines de la bardane. On retrouve d'un côté des fibres emmêlées, comme les fibres de nos vêtements ou les poils des animaux, et de l'autre côté, des petits crochets déformables. Concrètement, quand on colle les deux parties, les crochets s'accrochent dans les fibres, et si on tire suffisamment fort, ils se décrochent. Résultat, une technologie super efficace et super simple,
qui reste aujourd'hui encore une référence en termes de système d'accroche, et ce, même 8 décennies après son invention. Et l'inspiration derrière cette technologie, eh bien, elle nous vient de la nature. Cette approche, qui consiste à s'inspirer de la nature pour développer des technologies, elle porte un nom, c'est le biomimétisme. Et grâce à des pionniers comme Georges de Mestral, mais aussi tant d'autres inventeurs qui ont suivi, eh bien moi, aujourd'hui, j'ai pu faire du biomimétisme non seulement une passion, mais aussi mon métier. Parce qu'aujourd'hui, je suis biomiméticienne. Je m'appelle Lily Boisumeau et je suis ingénieure spécialisée en biomimétisme. Tous les jours, je plonge dans les richesses de ce grand livre de la nature et je cherche les pages qui vont m'aider à répondre aux défis techniques de mes clients industriels. Tous les jours, mes collègues et moi, on imagine, on conçoit et on développe des technologies bio-inspirées. Et ça marche pour l'absorption de choc, comme dans mon exemple de casque, mais ça fonctionne aussi pour quasiment toutes les problématiques et dans tous les domaines. Moi, par exemple, j'ai découvert le biomimétisme à travers la robotique. En robotique, on essaye beaucoup de reproduire le vivant. Par exemple, pour se déplacer dans des environnements complexes. En fait, ça paraît assez logique, mais l'idée, c'est de se dire qu'on va s'inspirer de la nage du poisson pour faire un robot sous-marin. Ou alors, on peut aussi s'inspirer du serpent pour faire des robots qui se déplacent dans des environnements restreints ou sur des parois verticales. L'intérêt du biomimétisme dans ce domaine, finalement, il est assez direct. Mais parfois, le lien entre la nature et nos problématiques techniques, il semble moins évident, voire parfois obscur. C'est vrai parce que comment est-ce qu'on pourrait imaginer que le secret pour mieux administrer des médicaments, il nous est révélé par la menthe religieuse? Ou alors qu'on peut se rendre complètement invisible à un radar militaire grâce aux yeux des papillons de nuit. Ces exemples, ce n'est pas des fictions, ils sont bien réels. Mais pourtant, je vous l'accorde, le lien, il n'est pas évident. Et c'est là que réside tout le défi du biomimétisme. Faire le lien entre la nature et les technologies qu'on développe, ça semble complexe. Du moins, à première vue. Alors, la beauté de l'idée, elle est indéniable, mais comment est-ce qu'on la met en pratique? Ça, c'est la question que je me suis posée quand j'ai découvert cette discipline, et probablement que certains d'entre vous sont en train de se la poser en ce moment même. Comment fait-on concrètement pour embrasser le biomimétisme dans nos projets et dans nos innovations? La réponse à cette question, je suis allée la chercher à l'Université technique du Danemark et je vous la livre aujourd'hui. Le biomimétisme, c'est une méthode de recherche et de développement. C'est pas une philosophie, c'est pas une façon de penser ou un mindset, c'est pas une lubie, c'est une méthode de recherche et de développement. Alors comment ça marche? On part toujours d'un défi technique, d'un problème spécifique d'ingénierie. Prenons par exemple le nettoyage de surfaces médicales, comme des tubes pour des perfusions. Ces tubes, ils sont sujets à l'encrassement, à cause des produits qu'on fait passer dedans, à cause des cellules, et aussi surtout à cause des bactéries. Le résultat, c'est qu'on doit les changer régulièrement et ça consomme beaucoup de matières premières. Ça, c'est mon problème de base, c'est le point de départ de ma méthode. Ensuite, on commence par une phase d'analyse du problème pour remonter à sa source. Pourquoi mes tubes s'encrassent? Eh bien, c'est parce que les bactéries, notamment, s'accrochent à la surface du tube et s'y développent. Ensuite, on rentre dans la phase d'abstraction. Concrètement, ça veut dire qu'on va reformuler notre problème de manière à trouver des analogies dans le monde naturel. Oui, parce que clairement, la nature, elle n'a pas de problème de tubes médicaux qui s'encrassent. Ça, c'est clair. Mais par contre, si on formule notre problème différemment, dans un vocabulaire plus éloigné de notre monde d'ingénieur, là, la nature, elle est exemplaire. Pour ça, on va repenser notre problème en termes de fonction. Et ça donne, par exemple, nettoyer une surface, repousser les bactéries, réduire l'adhésion de solides. Et ça, eh bien, ça nous permet de rentrer
dans la troisième phase du biomimétisme, trouver comment la nature a répondu à ce problème. Pour ça, on utilise des bases de données de plein d'exemples de mécanismes biologiques que des experts ont étudiés et compris pour nous, et aussi des technologies biomimétiques qui existent déjà. Cet outil, si vous voulez, c'est ni plus ni moins que l'accès aux pages de ce grand livre de la nature dont je vous parle depuis le début. Grâce à ça, on va identifier tout un tas de mécanismes biologiques qui répondent à notre problème. On va les étudier et on va les comprendre. Alors ça peut être absolument tout, ça peut être des matériaux, des structures, même des comportements. On peut vraiment s'inspirer de tout ce que la nature a à offrir. En pratique, on va sélectionner plusieurs mécanismes biologiques pour avoir plusieurs sources d'inspiration. Mais ce soir, je vais vous détailler un champion, la Nepenthes alata. C'est cette plante carnivore que vous voyez là et qui, vous allez vous en rendre compte, est à la fois fascinante et cruelle. Comme toutes les plantes carnivores, elle se nourrit d'insectes et pour ça, elle les attire grâce à un nectar sucré qui se trouve au fond de son urne. Et c'est là que réside tout son génie. Parce que plutôt que de se refermer brusquement, elle utilise un mucus extrêmement glissant qui empêche l'adhésion à toute la paroi de son piège, et ce qui fait qu'il est impossible de s'en échapper. Résultat, les insectes sont attirés et glissent inévitablement vers leur destin, qui est de se faire digérer au fond de cette urne. Alors, outre cette histoire tragique, ce que les biologistes ont découvert, c'est aussi que ce mucus, il est maintenu en place grâce à une texturation de surface, grâce à une rugosité sur tout l'intérieur de la surface. Alors, à ce stade, vous vous dites peut-être, c'est fascinant, mais comment est-ce que je passe d'une plante carnivore à un tube médical plus durable? Eh bien, c'est grâce à la quatrième phase du biomimétisme, c'est ma préférée. On va transposer ces solutions biologiques du monde naturel vers notre monde technique. Alors attention, on ne cherche pas à reproduire ce mécanisme tel quel. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas mettre du mucus végétal dans les tubes médicaux. On ne copie pas la nature, contrairement à ce qu'on pourrait penser, non, on s'inspire de l'esprit, on s'inspire du principe. Et c'est là, pour moi, que réside toute la beauté, toute l'élégance du biomimétisme. Comprendre la biologie, en extraire des principes fondamentaux et adapter cette stratégie à notre monde technique. Dans le cas de mon exemple, en analysant et en transposant la stratégie de la Nepenthes alata, des chercheurs ont conçu un tube médical extrêmement glissant, hydrophobe, et qui empêche totalement les bactéries de se développer. Alors vous l'avez compris, le biomimétisme, c'est pas si difficile finalement. Tout le monde peut le comprendre, et n'importe quel ingénieur peut le mettre en pratique. Alors moi, je pense qu'on a intérêt à le faire beaucoup plus. Pour chaque défi technique d'aujourd'hui et de demain, si la nature a déjà trouvé une solution, et vous l'avez compris, c'est très probable, on ne va pas s'amuser à repartir de zéro. Peut-être que dans certains cas, ces solutions ce ne sont pas les meilleures. Peut-être que les méthodes classiques d'ingénierie seront plus adaptées, tout est toujours possible. Mais en tout cas, on a tout à gagner, parce que soit on se retrouve avec des idées de solutions plus ou moins clés en main, soit on gagne en efficacité de conception. Bah oui, parce que le biomimétisme, par essence, il nous expose à des millions de solutions innovantes, durables, sobres et impressionnantes d'ingéniosité. Le biomimétisme, il stimule notre cerveau en l'abreuvant d'une multitude d'exemples de génie pur et simple. En multipliant notre champ d'exploration, en fait, il nous sort de nos schémas classiques, de notre boîte, si vous voulez, et il nous permet d'innover autrement. Et c'est prouvé par des études scientifiques, le biomimétisme mène à des idées plus innovantes, plus créatives, et ça, plus vite. Pour être sûr que vous avez bien compris, laissez-moi vous parler d'un projet que j'ai mené à la fin de mes études. Nous sommes en 2022 et je propose
je propose à une start-up danoise de les aider et d'appliquer le biomimétisme à la conception de leur appareil médical destiné au traitement des infections vaginales. En un mois de travail, je développe 4 idées de solutions novatrices. En comparaison, jusqu'à présent, cette start-up, elle n'avait modélisé qu'un seul concept, jugé en plus insatisfaisant, en un an. À l'issue de cette expérience, je remporte le prix Craig Borem devant un auditoire composé d'experts dans une conférence à Los Angeles. Et tout ça grâce à une méthode de conception juste géniale que tout le monde devrait connaître. L'espoir que j'ai, c'est que le biomimétisme, il se développe de plus en plus et partout. Il se développe dans l'académie, il y a de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent au sujet, mais il se développe aussi dans l'industrie. Regardez, moi par exemple, j'ai pu en faire mon métier. Et c'est important pour moi parce qu'il y a 2 ans encore, ce métier, je l'imaginais, je le rêvais seulement. J'avais écrit dans un rapport d'étonnement que j'avais peut-être trouvé mon job de rêve. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que ce métier, il existe, et aujourd'hui, c'est mon quotidien. Alors j'y crois. On va y arriver et on va faire du biomimétisme une méthode d'innovation incontournable. Bientôt, on lira ce grand livre de la nature avec autant de foi qu'on lit nos livres de physique. Et surtout, on arrêtera de lui mettre le feu. On arrêtera de lui arracher des pages et des pages entières en détruisant la biodiversité, en appauvrissant la nature et en éradiquant des espèces. Ouvrir ce livre, c'est comprendre qu'on doit arrêter d'innover en compétition avec la nature, mais bien en collaboration. C'est comprendre qu'on doit en prendre soin et qu'on doit poursuivre nos efforts pour déchiffrer ces enseignements. Et vous pouvez déjà y réfléchir. J'ai un petit défi pour vous. Ce week-end, prenez un organisme biologique, votre chat, votre chien, n'importe, observez-le et demandez-vous ce qu'il a à vous apprendre. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ses pattes, de ses poils, de ses yeux? Vous verrez, c'est vertigineux. Merci.